Lutte kurde, ici et ailleurs, le podcast. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Lutte kurde. Aujourd'hui, nous allons nous demander comment le confédéralisme démocratique peut inspirer d'autres luttes sociales et plus particulièrement la lutte antispéciste. Pour ce faire, nous recevons Tiffaine Lagarde, qui est la cofondatrice de l'association 269 Libération Animale. Bienvenue Tiffaine Lagarde. Merci. Donc tu es cofondatrice d'une association antispéciste qui s'appelle 269 Libération Animale. Est-ce que pour commencer, tu peux nous présenter ce collectif ? Bien sûr. Alors c'est une organisation politique qui est née en 2015. Elle se compose d'un collectif d'action directe et puis d'une association qui gère son sanctuaire. Voilà, qui accueille des animaux qui ont été libérés d'abattoirs, de laboratoires et d'élevage. Le collectif se distingue par la pratique de l'action directe et puis un discours politique ancré à gauche. C'est peut-être par là aussi que 269 s'est fait connaître, cette volonté de politiser l'antispécisme et de l'inscrire dans un contexte de lutte globale contre le capitalisme, contre toutes les dominations, etc. Voilà. Est-ce que tu pourrais nous donner une définition de l'antispécisme ? Oui, alors ça va être difficile. Moi, je l'envisage sous la perspective de lutte. Donc pour moi, c'est une lutte en fait, l'antispécisme contre l'exploitation animale. Je peux pas faire plus simple parce que c'est pour moi efficace et ça correspond aussi à notre vision et notre approche. Alors c'est vrai que là on se retrouve sur un podcast qui s'appelle Lutte kurde, donc peut-être que les personnes se disent mais pourquoi est-ce qu'on est en train de me parler des animaux alors que c'est un podcast sur les luttes kurdes, mais justement on fait un peu de teasing, vous allez voir que il y a un lien et qu'il est plus qu'intéressant. Donc on se retrouve aujourd'hui pour parler justement du confédéralisme démocratique, qui est un concept qui a été conceptualisé par un des leaders du mouvement kurde qui s'appelle Abdullah Öcalan. Donc on va commencer avec une citation d'Abdullah Öcalan qui dit « Le droit à l'autodétermination des peuples comprend le droit à un État propre. La fondation d'un État ne permet cependant pas d'augmenter la liberté d'un peuple, et le système des Nations Unies, fondé sur les États-nations, a démontré son inefficacité. Les États-nations se sont ainsi mis à représenter de sérieux obstacles face aux évolutions sociales. Le confédéralisme démocratique est le paradigme inverse, celui des peuples opprimés. » Donc il faut savoir que Abdullah Öcalan, c'est une personne qui a écrit beaucoup sur le confédéralisme démocratique, évidemment, puisque c'est important dans le contexte de cet épisode, on va en parler un petit peu, mais on aura aussi l'occasion ultérieurement de faire un épisode dédié à cette notion de confédéralisme démocratique. Peut-être pour les personnes qui dès à présent souhaitent se renseigner un peu plus, il y a les écrits d'Abdullah Öcalan qui lui-même a été inspiré par Bookchin, donc ce sont deux références qu'on peut citer si il y a des personnes qui souhaitent en savoir plus sur cette notion de confédéralisme démocratique. C'est une notion qui est intéressante pour les Kurdes parce que c'est un peuple sans État. On a l'habitude de dire que c'est le plus grand peuple sans État qui existe au niveau de la planète. Les Kurdes, ils sont actuellement répartis sur 4 États-nations, justement, avec des frontières qui n'ont aucun sens par rapport au peuple kurde, avec des familles qui sont séparées de manière arbitraire, avec des peuples qui n'ont plus la possibilité de vivre ensemble, avec des États qui oppriment leur identité, qui empêchent les Kurdes qui y vivent de vivre leur culture, de pouvoir pendant des années, la langue aussi a été interdite. Et ce qui est extrêmement intéressant avec cette notion de confédéralisme démocratique, c'est que c'est vraiment l'idée de pouvoir dépasser en fait l'État-nation. Alors là où c'est d'autant plus intéressant, c'est qu'il y a une vision qui est extrêmement pragmatique, dans le sens où Abdullah Öcalan considère que l'État-nation actuellement est une réalité. Et ce qu'il préconise, c'est que plutôt que de détruire l'État-nation, c'est de construire une alternative au sein des États-nations dont la réalisation permettrait à terme de dépasser l'État-nation. Donc c'est extrêmement pragmatique, puisqu'on sait bien que se débarrasser de quelque chose qui aussi installé et aussi
qui semble indépassable pour le moment. Ça prendrait beaucoup trop de temps et donc il a pensé à une manière de faire qui permettrait de commencer à mettre en place une alternative tout en tenant compte de ce qui existe actuellement. Voilà, donc est-ce que toi, peut-être pour commencer, tu peux nous dire comment tu as rencontré ce concept de confédéralisme démocratique et ce que ça représente? Oui, alors dans mon approche, moi, de la lutte antispécisme, j'ai eu très tôt besoin de sources, en fait, d'inspiration et surtout de développer aussi un nouvel imaginaire. Et ce qui m'a tout de suite parlé dans la lutte kurde, c'est cette mise en pratique de l'idée de révolution. C'est la première fois, en fait, que je trouvais un dépassement un petit peu de la théorie de la gauche radicale européenne dans quelque chose qui était beaucoup plus concret, beaucoup plus pragmatique, comme tu l'as dit. Et ça m'a, d'emblée intéressée profondément. Donc j'ai beaucoup lu, je me suis beaucoup documentée. Et c'est vrai que ce sentiment révolutionnaire qui est très fort chez le peuple kurde, c'est quelque chose qu'on a un petit peu perdu. Moi, je trouve dans la gauche, l'extrême gauche européenne, il y a un très beau livre de Peter Weiss qui s'appelle L'esthétique de la résistance, où il parle de la puissance de cet affect révolutionnaire, de ce que ça fait aussi sur des personnes qui prennent part à une lutte. Et moi, c'est vraiment quelque chose qui m'a d'emblée parlé, séduite et inspirée. Et c'est vrai que les mouvements de libération anticoloniaux, ça semble éloigné de l'antispécisme et pourtant pour moi c'est tellement proche en fait de la lutte antispéciste. Et là c'est encore plus beau parce que c'est une lutte qui est née finalement au Moyen-Orient et c'est vrai qu'on a tendance à pas forcément regarder de ce côté-là, à ne pas voir finalement les Suds comme étant des modèles ou comme des sources d'inspiration. Et vraiment j'ai trouvé ça puissant d'aller chercher quelque chose de ce côté-là, d'avoir une perspective solidaire, mais aussi une perspective vraiment d'essayer d'apprendre en fait quelque chose, de m'informer, sur ce qui s'y passait. Alors bien sûr, d'abord peut-être par le Rojava, qui reste quelque chose qui est d'ailleurs très mythifié ici, pas forcément appréhendé toujours de la bonne manière, mais qui permet de dépasser beaucoup de préjugés. Et moi, ça m'a vraiment beaucoup inspiré sur la réflexion qui concerne l'État. C'est exactement ce que tu disais. J'ai très tôt développé une réflexion sur l'État qui n'était pas un arbitre neutre finalement, mais qui était un outil, qui était le principal outil de domination. Tu citais les écrits d'Öcalan, mais c'est exactement ça, c'est-à-dire de voir l'État comme la source en fait des systèmes de domination et pas seulement comme un appareil dont qu'on pourrait en fait s'approprier, c'est-à-dire tout le discours du communisme qui consiste à faire la révolution par le haut, donc à s'approprier l'État, l'appareil d'État, et puis ensuite de bâtir une nouvelle société. Finalement, Öcalan, le PKK, propose une autre théorie qui est celle de faire la révolution par le bas. Et ça, je trouve ça prodigieusement intéressant, en fait, parce que c'est plus cette prise de pouvoir. C'est finalement, on n'a pas besoin de prendre le pouvoir. On va déjà construire quelque chose d'alternatif. Et ce qu'on construit va être tellement puissant qu'on va transcender, en fait, la forme d'État-nation. Et j'ai trouvé cette manière d'appréhender la révolution totalement nouvelle et oui, vraiment prodigieuse. Et moi, elle me parle beaucoup. Alors, ça peut paraître étrange parce qu'on se dit, mais finalement, qu'est-ce que la question animale a à voir là-dedans? Mais les animaux font partie de notre société. Les animaux n'existe pas parallèlement à la société. Et évidemment, quand on réfléchit à l'antispécisme, on doit réfléchir à la société qu'on a envie de proposer, pour laquelle on se bat. Et ça, c'est un propos que 269 a toujours tenu, c'est celui de dire, mais il faut aller au-delà de la fin de l'élevage ou la fin des abattoirs. Il faut regarder aussi dans quel monde on a envie de vivre avec les animaux. Et moi, j'ai pas envie de vivre dans un monde capitaliste et un monde dans lequel il y aurait d'autres formes de domination que celles qui concernent les animaux. Donc, si je veux un autre monde, eh bien, je dois me poser la question des modes d'organisation politique. Et ça, c'est quelque chose qui m'a toujours travaillé, et je me suis beaucoup heurtée dans les milieux anarchistes notamment à une perspective qui était plutôt concentrée sur le mode de vie, en fait, individualiste, et jamais sur comment on allait s'organiser pour créer cet autre monde. Et en fait, je me suis inspirée ailleurs, et je suis allée regarder du côté des Kurdes, et j'ai été subjuguée, le mot est juste. Alors,
je trouve que ce qui est très intéressant dans la notion de confédéralisme démocratique, c'est vraiment l'idée que ce soit une démocratie qui est basée effectivement à l'échelle locale, que c'est une démocratie participative, directe, où en fait on peut transcender les frontières qui sont très souvent aléatoires, qui ont été construites par les guerres, par la colonisation, pour pouvoir choisir des espaces dans lesquels il nous semble pertinent de vivre ensemble. Et tu parlais du Rojava. En fait, la plupart du temps, ce qui définit, enfin une des choses qui définit un État-nation, souvent c'est une constitution. Quand on regarde les constitutions qui existent à travers le monde, très souvent, on va parler, par exemple, je vais prendre l'exemple français, du peuple français. C'est quelque chose qui est cité au singulier, comme si il y avait une unité, une unicité, et comme si quelque part, finalement, il y avait pas une diversité, en fait. On est plutôt dans quelque chose qui tend à créer de l'homogénéisation que de l'hétérogénéité. Et là où le contrat social qui existe au Rojava, qui ne s'appelle pas constitution, puisque c'est pas considéré comme un État-nation, néanmoins c'est un texte qui a ce qu'on appellerait une vocation constitutionnelle, il prend le pied inverse de ce qui existe habituellement et il dit tout au pluriel. Voilà. Et ça va à l'encontre de ce qu'on crée en règle générale dans les États-nations, puisqu'on considère que un État-nation correspond à un peuple. Alors qu'on sait très bien que c'est une réalité qui n'est pas partagée à travers l'ensemble des États-nations, où il y a des peuples qui cohabitent plus ou moins bien, où il y a souvent un peuple qui est dominant et qui vient écraser un peuple qui est dominé. Et là où ce contrat social qui est mis en place au niveau du Rojava est très intéressant, c'est vraiment ce pluriel. Ce pluriel qui est à la fois sur les peuples, qui est sur les cultures, qui est sur les religions, les croyances, tout est au pluriel. Et là où moi j'ai trouvé ça intéressant, c'est que finalement, les animaux, comme tu le disais, on vit avec. Et on va peut-être en parler plus tard, mais il y a vraiment aussi cette idée qui a été développée notamment dans Zoopolis, qui est un livre de Sue Donaldson et Will Kymlicka, qui, pour certains animaux, parle de peuple. Et donc cette idée que finalement les animaux sont un peuple parmi d'autres peuples qui partagent un espace avec nous. Et effectivement, comment moi j'ai eu l'idée de t'inviter à ce podcast, c'est parce que c'est vrai que j'ai pas raconté ça, mais tu avais organisé une après-midi de soutien au sanctuaire et vous aviez passé, dans un premier temps sans donner d'explication, un documentaire sur la lutte kurde. Et moi je m'intéressais déjà à la question kurde et tout d'un coup je vois un documentaire sur les Kurdes dans un espace où je m'attendais à parler de plein de choses intéressantes, mais pas nécessairement des Kurdes. Et donc la première question que je t'ai posée à l'issue de ce documentaire, c'est mais pourquoi est-ce que vous avez passé dans cet espace un documentaire sur les Kurdes? Et donc ce que tu me disais, c'est ce que tu viens déjà de relater, à savoir que c'était un mouvement qui t'inspirait. Et je te rejoins totalement sur le fait que on n'a pas l'habitude de déplacer le regard et de voir des zones de progressisme. Alors c'est même pas juste des zones de progressisme, parce que finalement moi je trouve que sur plein de questions les Kurdes sont beaucoup plus avancés que des réflexions qu'on peut avoir notamment ici en France. Donc c'est plutôt un espace de rôle modèle en fait, et on n'a pas l'habitude de le chercher dans ces espaces-là. On se retourne en règle générale vers des pays qu'on considère comme étant plus développés, etc. Alors que là, il y a une réflexion qui est beaucoup plus avancée que des réflexions que nous on peut avoir actuellement. Et donc j'étais très contente que vous fassiez ce lien entre la lutte animaliste et la lutte kurde. Et c'est là que pour la première fois, je t'ai entendu dire que le confédéralisme démocratique, pour vous, c'était un outil pour penser la place des animaux auprès, avec, autour des humains. Bien sûr, parce que comme tu l'as dit, Géraldine, la forme État-nation, en fait, lisse les identités, ou fait prévaloir une identité qui va dominer les autres. Alors que le confédéralisme démocratique qui est développé notamment au Rojava a pour but de composer en fait, d'unir de différentes identités, différents peuples avec leur culture, etc., tout en préservant en fait leur singularité. Et c'est ça qui est extrêmement magnifique et puissant comme dynamique, parce que c'est une dynamique émancipatrice en fait, et en même temps une dynamique d'égalité. Et forcément, ça peut que nous parler quand il s'agit des animaux, puisque tu le disais, si on considère les animaux comme un groupe social
actuellement opprimés, mais un groupe social avec aussi son histoire, ses propres particularités, etc. Bien évidemment qu'on va chercher à créer une société dans laquelle ils auront leur place, tout en préservant évidemment la singularité qui est la leur, tout ça, mais à ne pas être dans un schéma de hiérarchisation et plutôt être dans un schéma de composition, de coexistence. Et c'est là où le confédéralisme démocratique a toute sa place et qu'on pourrait le penser appliqué au vivant dans son ensemble et pas uniquement, on va dire, à l'espèce humaine. Et alors là, ça ouvre après un champ des possibles assez inimaginable actuellement, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui, moi, m'a tout de suite interpellée. Voilà, c'est vraiment cette volonté de rester dans la diversité, dans la multiplicité et d'en faire une grande richesse en plus. De ne pas chercher, les Kurdes n'ont jamais cherché à faire de l'assimilation pour les autres peuples. Tout ça, ça a vraiment été quelque chose dès le début qui s'est construit avec comme une force en fait. Toute cette multiplicité de peuples a toujours été perçue comme une force et bien sûr on va pas se mentir, dans la réalité on sait très bien que le contexte de guerre, la précarité, etc. au Rojava crée aussi parfois des choses qui peuvent être contradictoires et une mise en pratique qui est parfois aussi difficile, bien sûr. D'ailleurs, c'est raconté dans de nombreux articles, c'est documenté, tout ça. Mais il y a n'empêche un effort, une vraie dynamique en ce sens-là. Et moi, je la trouve très inspirante pour penser la société d'après, le spécisme avec les animaux. Vraiment. Est-ce que par rapport à Zoopolis, est-ce que toi, ça c'est un ouvrage qui t'avait parlé? Comment tu fais le lien entre Zoopolis et le confédéralisme démocratique? Est-ce que pour toi, ce sont des choses qui sont antinomiques ou qui sont complémentaires? Peut-être très rapidement pour les personnes qui connaissent pas cet ouvrage. Donc c'est un ouvrage de philosophie politique qui, en gros, propose 3 catégories pour penser les animaux. Qui dit que y a les animaux domestiqués avec lesquels on a l'habitude de vivre, avec lesquels on peut même partager un appartement, une maison, etc., qui vont être typiquement les chats, les chiens, les hamsters, les rats domestiques, etc. Je pense que la catégorie la plus intéressante que cet ouvrage est venu identifier, est venu nommer, c'est la catégorie des animaux liminaires, c'est-à-dire des animaux avec lesquels on partage des territoires, mais avec lesquels on n'a pas nécessairement vocation à interagir au quotidien. Alors d'un pays à un autre, ça va pas du tout être les mêmes animaux. À Paris, ça va être les rats, les pigeons, mais il y a d'autres pays où ça va être les écureuils. Voilà, donc ça c'est aussi des réalités géographiques qui peuvent être différentes. Et l'idée qu'il y a des animaux qui vivent dans des espaces qui sont plus éloignés des endroits où vivent les humains et qui vont être des animaux qu'actuellement on considère comme sauvages et qui vont être désignés en fait comme des peuples. Donc comme des peuples souverains qui ont leurs propres espaces, leurs propres territoires et qui devraient avoir des droits afférents ou analogue aux droits qui existent habituellement pour les États-nations. Voilà. Est-ce que toi, tu trouves que ce sont 2 théories qui sont compatibles, complémentaires, ou est-ce que tu vois des points d'achoppement entre ces 2 théories ? Alors peut-être que dans l'ouvrage Zoopolis, c'est une perspective qui reste assez anglo-saxonne dans le sens où c'est beaucoup perçu à travers le droit. En fait, le droit, on attribue en fait des droits aux animaux et ça c'est une perspective de philosophie politique qui est quand même assez moi ce que j'appelle anglo-saxonne parce qu'il y a cette volonté de catégoriser, de tout faire rentrer dans des catégories juridiques en fait, qui peut-être moi me pose un petit peu problème parce que je vois là quelque chose qui emprisonne un peu les animaux dans des catégories alors qu'à mon sens on n'est pas c'est pas forcément nécessaire, mais après sur la société en tout cas que ça envisage, oui, je pense qu'il y a des liens très forts avec le confédéralisme démocratique. Après par contre Zoopolis ne se pose pas la question de comment on en vient à cette société. C'est ça qui me pose un petit peu un problème, c'est que c'est une très belle utopie, mais j'aimerais savoir c'est comment on y arrive. Et ça, c'est des problématiques que, évidemment, les Kurdes ont à traiter en pratique et donc s'y attellent aussi. Et c'est sans doute ce qui fait leur force, c'est justement la mise en pratique, en fait, des théories. Parce que je trouve que Zoopolis a parfois cette tendance à être justement un peu trop théorique, peut-être, me semble-t-il. Voilà. Et ce concept droit, devoir parfois je le trouve un petit peu trop étroit ou un peu trop, En tout cas, il emprisonne les animaux dans quelque chose qui me semble pas forcément correspondre à la réalité. Voilà, si je peux me permettre.
Alors pour revenir du coup sur la notion de confédéralisme démocratique, donc on a parlé de cette idée que des peuples avec des cultures, des religions, des langues différentes puissent cohabiter, chacun avec sa légitimité. Voilà, c'est par exemple au Rojava, il y a plusieurs langues considérées comme officielles, donc on n'est pas comme c'est très souvent le cas dans d'autres pays avec une langue principale, hégémonique, etc. On est dans quelque chose où vraiment on cherche à ce que chaque personne puisse se sentir pas seulement acceptée, mais aussi représentée. Et ça couvre aussi la question femme-homme, c'est-à-dire que très très souvent, quand il y a des instances qui existent et que il y a des porte-paroles, des présidences, etc., on veille à ce que toujours il y ait à la fois une femme et un homme. Donc il n'y a jamais deux présidents ou deux présidentes, mais il y a un coprésident, une coprésidente. Et si on devait réfléchir au confédéralisme démocratique par rapport aux animaux, on pourrait envisager que les animaux aient des représentants, éventuellement, qui viennent défendre leur intérêt. C'est des choses qui ont pu exister en France dans des procès, où il y a eu des procès où on considérait que la plaignante, c'était l'animal, et donc il y avait des personnes qui venaient représenter les intérêts des animaux. Donc c'est pas parce que on n'a pas de langue partagée qu'on pourrait pas veiller à ce que les animaux soient représentés dans ces instances. Et là où je voulais en venir, c'est que il y a quelque chose contre lequel 269 s'est beaucoup battu, et je pense que c'est important de le mentionner, c'est cette idée que les animaux n'auraient pas de voix. Parfois, dans le milieu animaliste, on a tendance à parler des sans-voix ou avoir d'autres appellations qui finalement retirent de l'agentivité aux animaux. Et je pense que c'est aussi là, vous, votre combat, et aussi ce que vous arrivez à mettre en avant grâce au sanctuaire, c'est de montrer que les animaux ont évidemment une existence propre, mais surtout, ce sont des personnes qui expriment des désirs, des préférences, et qui expriment aussi leur refus. Et en fait, parce que nous, on n'a pas de langue commune, on refuse de voir ça et de l'entendre. Et je me souviens d'une conférence de Amandine Sanvincens, qui a été une des premières personnes que j'ai entendues sur la question de la résistance animale, qui disait une chose très simple. Elle disait, mais en fait, si on voulait pêcher des poissons sans outils, on n'y arriverait pas. Donc c'est parce que on a des outils qui sont des outils de contrainte, un hameçon, une canne à pêche, etc. Cela nous prouve qu'en fait, on est obligé d'avoir recours à ce qui, en fait, si on avait les vraies appellations, s'appellerait des armes. Voilà, on a recours à des armes pour contraindre les animaux parce que dans leur attitude, en fait, ils sont dans une posture de refus. Mais c'est une posture de refus qu'on refuse de reconnaître. Donc comment est-ce que toi, si on devait pousser cette idée de pouvoir inclure les animaux dans le confédéralisme démocratique où ils seraient présents dans ces différentes instances qui existent à échelle locale, comment est-ce qu'on pourrait veiller à représenter au mieux leurs intérêts? Alors là, Géraldine, tu touches toute la singularité en fait de la lutte antispécie, c'est que c'est une lutte qui est menée pour autrui ou avec autrui, selon comment on se place, mais c'est, il me semble, à la fois la singularité et la difficulté en fait de la lutte antispéciste. Et moi, c'est une question qui me travaille depuis très longtemps, parce que les animaux ont toujours été perçus comme des victimes passives, les figurantes de leur propre lutte. Et c'est vrai que nous, tout l'apport que nous avons essayé de mettre en fait dans le combat antispéciste, c'est celui de montrer les animaux comme étant les acteurs de la lutte de libération qui est menée. Alors évidemment, toute la difficulté, c'est que les animaux ne s'expriment pas dans la même langue que nous. Ils s'expriment, mais pas dans la même langue que nous. Et nous vivons dans une société de l'écrit, dans une société de langage. Et nous sommes finalement les agents qui politisons en fait leur souffrance, leur exploitation. Et c'est nous qui mettons des mots là-dessus et qui la faisons exister dans la sphère publique. Et ça veut dire que nous sommes des porte-paroles. Et c'est une place qui, moi, me met très inconfortable. Je l'ai souvent dit. Et il n'empêche que c'est bien celle-ci que j'ai aujourd'hui y compris, puisque je me permets de parler aussi en leur nom parfois. Alors c'est compliqué. Nous, on utilise parfois le discours qui n'est pas purement superficiel ou pour faire beau ou attrayant. On dit souvent qu'on fait la lutte avec eux.
C'est vrai parce que effectivement, quand on est dans un abattoir, il y a des pratiques de résistance qui sont mises en place par les animaux et nous résistons, nous, humains complices, à leur côté avec nos manières à nous, qui ne sont pas les mêmes, évidemment, qui sont sans doute beaucoup plus faciles, puisqu'on est dans un monde aujourd'hui dominé par l'espèce humaine. Donc forcément, nos pratiques de résistance à nous sont tout de suite vues comme pratiques de résistance, alors que chez les animaux, on n'analyse même pas leur comportement de fuite comme de la résistance, pas du tout. Donc c'est vraiment voilà, c'est déjà quelque chose qu'il faut faire exister. Voilà, la résistance des animaux. Tu parlais de conférences qui existaient à ce sujet. On pourrait citer quantité d'ouvrages, etc. Mais c'est vrai que c'est pas assez documenté, il me semble. Est-ce que tu peux donner les ouvrages, parce que je pense que vraiment c'est important. Oui, il y a un ouvrage de Sarah Collin. Voilà, par contre le titre m'échappe et je pense que c'est très simplement la résistance des animaux, mais je vérifierai. Mais c'est un ouvrage où justement elle explique par des exemples aussi, voilà, toutes ces pratiques-là. Il y a un livre aussi qui s'appelle Révolte animale, mais le nom de l'auteur m'échappe, qui est sorti chez Divergence. Fahim Amir, me semble-t-il. Voilà, c'est tout à fait ça. Oui, justement, il documente de manière assez historique, en plus c'est très précise, comment la résistance des animaux en fait a forgé les abattoirs dans leur version moderne, c'est-à-dire comment il a fallu des appareils de contrainte, etc. Donc c'est vrai que voilà, tout ça c'est quelque chose qui existe, c'est une histoire du côté des vaincus qu'il faudrait écrire et documenter, et ce n'est pas assez fait aujourd'hui, il me semble. Alors après, bien sûr, cette place de porte-parole que nous avons, elle complique les choses en termes de représentation politique, parce que se passe-t-il quand il y a une assemblée? Évidemment, ce n'est pas les animaux qui vont participer, et du coup ça réinstaure en fait de la démocratie représentative dans une démocratie qu'on aurait voulu directe. Et c'est vrai que ça pose problème. Ça pose problème parce que qui va parler au nom des animaux? Qui va être qualifié pour parler en leur nom, pour analyser leurs désirs, leurs refus? C'est quelque chose qui, moi, me semble compliqué, en fait, à mettre en place. Alors, quelle autre solution avons-nous, voilà, par rapport à ça? Moi, c'est vrai que souvent, j'envisage plutôt la relation avec les animaux en termes juridiques comme étant simplement une responsabilité que les humains auraient envers les animaux, c'est-à-dire de ne pas empiéter sur leur territoire, ne pas les exploiter, voilà, tu vois ce que je veux dire, mais juste quelque chose qui se réduirait en fait en termes de purement d'une responsabilité en fait de l'espèce humaine envers les autres espèces, et pas forcément en termes de droit, en fait, c'est voilà, pas forcément un aller-retour droit-devoir, parce qu'il me semble que cet échelon du porte-parole ou du représentant serait quelque chose qui serait forcément fictif. J'aurais beaucoup de mal, moi il m'a fallu des années et vivre auprès d'eux pour pouvoir comprendre en fait les animaux. C'est vrai, parfois il y a des mouvements, il y a des comportements qui sont très difficiles à analyser et puis ça reste des individus, c'est-à-dire qu'on ne pourrait même pas se dire les cochons veulent, on pourrait pas les rassembler sous une appellation descriptive. Exactement. Et ça, c'est quelque chose qu'on fait beaucoup avec les opprimés, c'est toujours de les réduire en termes de masse ou de groupe. Ne jamais voir l'individu derrière la masse ou le groupe, et c'est quelque chose dont les animaux souffrent perpétuellement d'ailleurs. Et comme tu le dis, comment on ferait en fait? Comment pourrions-nous en fait représenter le groupe cochon, le groupe renard? Enfin, ça semble quand même assez complexe à mettre en œuvre, il me semble. C'est pour ça que, selon moi, le simple concept de responsabilité, voilà, pesant sur l'espèce humaine correspondrait peut-être plus à quelque chose de réel, bien que non satisfaisant, mais je crois qu'il faut là-dessus développer peut-être, il faudrait changer le droit, en fait, tout simplement. Il faudrait aussi faire un immense travail juridique, ce qui est peut-être le plus compliqué, parce qu'on oublie que tout notre droit, en fait, tout notre imaginaire juridique a été forgé aussi sur le spécisme, sur la distinction, évidemment, la grande distinction culture-nature, humain-animal, et en fait, tous nos concepts juridiques sont calqués là-dessus. Donc évidemment, dans notre imagination n'a pas en fait de théorie, de concepts suffisants, et c'est pour ça que je pense qu'il faudrait vraiment tout révolutionner aussi en même temps pour pouvoir faire appel à des nouvelles idées, des nouvelles approches aussi dans en termes de droit, de devoir, tout ça. Alors tu disais que toi le confédéralisme démocratique, c'est un concept que tu as découvert, que tu t'es approprié. Quels seraient les conseils que tu souhaiterais donner en termes de lecture? Parce que bon, Abdullah Öcalan, on l'a cité, mais il n'est pas forcément très accessible au niveau de l'écriture. Quelles ont été toi tes sources pour pouvoir mieux comprendre ce concept?
Alors peut-être dernièrement, je citerai l'ouvrage qui s'appelle « Nous vous écrivons depuis la Révolution » parce que c'est un collectif d'autrices internationalistes au Rojava. Donc elles ont écrit sur leur expérience de lutte là-bas avec une perspective féministe. Et moi, c'est quelque chose qui m'interpelle aussi beaucoup, évidemment, dans les luttes kurdes, cet aspect féministe, parce que souvent on réduit ça à une revendication d'égalité homme-femme, mais je crois que ça va beaucoup plus loin. C'est vraiment un féminisme révolutionnaire qui est quand même porté par la théorie politique du PKK notamment, ou d'Öcalan. C'est vraiment celui de se demander mais quel serait le monde si les femmes n'avaient pas été opprimées. Et je crois que ça va beaucoup plus loin qu'une revendication de genre ou une revendication pour inclure les femmes dans une société telle qu'elle est. C'est vraiment une remise en cause en fait complète de la société patriarcale. Et je trouve que cette perspective-là est fabuleuse aussi. Quand on est une femme qui pratique l'action directe, ça pose aussi toute la question de la violence au prisme du genre. Voilà, ça amène toutes ces thématiques-là. Et on voit comme les combattantes kurdes dans les médias français, européens, sont aussi victimes de préjugés orientalistes, de préjugés sexistes, etc. Et ça remet en cause plein de choses. Et je trouve que par cette approche-là, c'est aussi une lutte qui est assez extraordinaire quand même. On peut le signaler parce qu'elle est assez unique. J'apprécie le fait que tu aies mentionné à plusieurs reprises que à la fois c'est une lutte qui est fascinante, qui est captivante, et en même temps il y a toujours ce risque qui existe d'une espèce de romantisation, d'une schématisation, d'une simplification, parce que effectivement on a rarement l'habitude de voir des femmes combattantes. Donc c'est vrai que dans les supports qui existent et qui sont diffusés en France, il y a eu beaucoup cette focalisation sur les femmes qui partent au combat, ce qui est une réalité, qui est une exception, effectivement. Mais on oublie de mentionner que c'est un vrai projet politique et que, notamment pour ne citer que cet exemple-là, les hommes ont des cours de ce qu'on appelle la gynéologie, donc la science des femmes. Donc ça ne se cantonne pas à vouloir donner une place aux femmes, mais vraiment il y a cette réflexion extrêmement profonde sur comment on change la société, à la fois en laissant une place aux femmes, mais aussi, et c'est les mots d'Abdullah Öcalan, en tuant le mâle dominant qui existe en chaque homme. Oui, tout à fait. Et c'est vrai que cette partie-là est souvent absolument silenciée dans les médias qui préfèrent se cantonner aux belles images et aux discours, comme tu le dis, très romantiques. Et surtout, ils rejouent en fait le sexisme dans leurs propos parce que souvent ils instrumentalisent aussi le combat des femmes kurdes contre l'État islamique pour servir un propos islamophobe, pour diffuser des préjugés très orientalistes, etc. En opposant la femme combattante kurde à la femme dominée voilée. C'est très souvent dans les médias européens quelque chose qui est récurrent. Et en fait, ils rejouent du sexisme en fait parce on va opposer la combattante kurde à la femme au foyer opprimée. En créant aussi de la rivalité entre les femmes. Voilà, j'allais y venir exactement, en nous remettant en fait dans des catégories, en nous opposant à nouveau les unes aux autres, alors que c'est exactement l'inverse en fait que prône la théorie de libération et d'émancipation des femmes qui est portée par le PKK. Donc c'est encore une fois là une mythification et une instrumentalisation très claire en fait de la lutte des Kurdes qu'il faut absolument déconstruire, et c'est pour ça que c'est très important aussi qu'il existe des ouvrages qui soient beaucoup plus documentés et dont l'ouvrage que j'ai cité dernièrement, là nous vous écrivons depuis la Révolution, ce sont les femmes en fait qui prennent la plume et qui parlent elles-mêmes de leurs propres expériences. Après c'est pas non plus exemple de contradiction. Quand on étudie un petit peu aussi la théorie qui est prônée par le PKK, tout ça, il y a parfois des choses qui, moi, me semblent assez contradictoires, mais c'est normal, j'ai envie de dire, dans un mouvement qui est révolutionnaire, qui en a assez prémices. Il y a une certaine discipline des corps, par exemple, dans les corps de combattants et de combattantes, on sait qu'il y a une interdiction des relations intimes, de la sexualité, etc. C'est une forme de discipline des corps pour les combattants et les combattantes, mais qu'on peut comprendre quand il y a un état de guerre, etc., qui a besoin de maintenir une certaine efficacité aussi des troupes militaires.
Et à côté de ça, on va prôner une vraie révolution féministe. Et c'est important en fait de comprendre comment aussi des principes théoriques peuvent être retravaillés aussi par la mise en pratique, par le terrain, par tout ce qu'un état de guerre aussi malheureusement nécessite, comme dimension sacrificielle, comme discipline, etc. Et je crois que c'est la force aussi de la lutte kurde, c'est de ne pas de ne pas cacher ça, d'être en perpétuelle évolution. C'est quand même fou que quelque chose qui était à la base marxiste-léniniste pur et dur en soit venu à prôner ce que Boukhin appelait le confédéralisme démocratique, qui a été ensuite diffusé par Öcalan d'une manière fort puissante avec ses apports à lui ou les apports aussi des autres leaders du PKK. Mais c'est toute cette évolution moi aussi qui me subjugue, c'est cette force de remise en question et de confrontation aussi à la réalité qui les pousse en permanence à rechercher de nouvelles idées, à travailler vraiment aussi les choses dans le concret, parce que tu évoquais aussi les assemblées qui doivent comporter toujours une double présidence, un homme, une femme. Et c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup de développement de communautés ou de comités en fait qui sont en non-mixité, notamment au Rojava, beaucoup de comités de femmes, etc. pour régler certaines problématiques. Et c'est super intéressant ça, parce qu'on croit toujours que nous on a tout inventé, avec nos ateliers, etc. ici, et on se rend compte qu'en fait là-bas c'est pratiqué depuis très longtemps et que c'est un outil politique qui est hyper puissant et qui est beaucoup moins montré que le combat des femmes kurdes, bien évidemment. Ça, on en parle beaucoup moins parce que ça fait vendre moins de journaux, mais c'est absolument quand même prodigieux de se dire qu'il y a tout ce réseau, en fait, ce réseau féministe qui est mis en place en souterrain, et oui, je trouve ça très fort. Et surtout, ce que moi je trouve fascinant, c'est que effectivement, la non-mixité, c'est un outil politique d'émancipation pour des personnes opprimées. Ça, la théorie nous permet de le comprendre. Néanmoins, les personnes qui ne sont pas peu politisées, je vais prendre l'exemple de la France parce que c'est ici qu'on se trouve, il y a encore de très fortes résistances, que ce soit la non-mixité entre femmes ou la non-mixité entre personnes racisées. On l'a vu sur ces dernières années, il y a à plusieurs reprises eu des polémiques quand, par exemple, le collectif Moissy avait organisé un festival avec certaines thématiques qui étaient réservées à des personnes racisées. C'était pas l'intégralité du festival, mais voilà, c'était certains ateliers. Alors ça arrive moins pour les femmes. Faut dire quand même que la non-mixité racisée est plus stigmatisée que la non-mixité entre femmes, quand bien même celle-ci peut aussi être attaquée, mais moins quand même. Et en fait, ça, pour le coup, auprès des Kurdes, c'est une non-question. C'est-à-dire que c'est des instances qui existent de part et d'autre, mais dans la population kurde, ça ne m'est jamais arrivé de réaliser qu'il y avait des personnes qui essaient de contester l'utilité de ces espaces. Alors qu'en France, on n'en est pas là. On n'en est pas là. Et c'est un exemple parmi d'autres qui prouve que, effectivement, on a à prendre de modèles qu'on n'a pas l'habitude de prendre pour modèle. Mais complètement. On parlait tout à l'heure de l'inspiration des luttes du Moyen-Orient, mais exactement. Et on a toujours une vision, très raciste, très moi ce que j'appelle orientaliste en fait, qui voudrait que toutes les femmes soient opprimées de ce côté-là. On joue toujours ce nous contre eux, soit voilées de manière autoritaire, et on n'arrive pas en fait à imaginer qu'il existe autre chose et des choses bien plus avancées, bien plus progressistes qu'ici en France, comme tu le dis. Et c'est là aussi que c'est intéressant d'utiliser la lutte kurde comme modèle. Ça rejoue aussi beaucoup de choses en fait en France, parce que évidemment ça peut être mal perçu, et ça nous permet nous aussi en France de déconstruire le racisme, de déconstruire l'orientalisme, etc., et de montrer que les Suds de manière générale peuvent être des grandes sources d'inspiration de projets politiques, mais aussi qu'ils ont eux-mêmes pensé des questions que nous pensions être un privilège, ou en tout cas des questions que nous étions les seuls à nous poser, parce que c'est ça aussi. On a l'impression que le féminisme c'est européen, ou ça se passe aux États-Unis et en Europe, et c'est tout. On a l'impression que le reste ce n'est pas leur affaire et qu'ils ne s'en soucient pas, alors que c'est absolument pas vrai. C'est pas vrai, mais où ailleurs dans le monde on a la lutte contre le patriarcat qui est portée aussi haut
dans un mouvement révolutionnaire, ça n'existe pas, c'est absolument unique et ça vient pas d'ici. Et c'est pour ça des fois c'est vrai que j'ai du mal à comprendre qu'on ne regarde pas plus en fait vers les Suds. Même en matière d'antispécisme, il y a des choses prodigieuses au Brésil qui sont pensées sur la lutte antispéciste, ces imbrigations avec la lutte anticapitaliste, avec les luttes des mouvements sans terre, etc. Mais c'est des choses on ne s'imagine pas tout ça. On pense toujours que ce que je vais appeler les blancs, les blanches finalement sont détenteurs des grandes théories et c'est aux autres d'y venir. Voilà, les autres doivent toujours venir à nous. Nous devons les sensibiliser, les prendre comme modèle. Voilà, mais on n'imagine pas que parfois il faudrait se décentrer et aller regarder ailleurs et avoir d'autres perspectives. Je pense aussi notamment aux zapatistes qui ont des points évidemment de ressemblance avec ce qui se passe au Rojava, tout ça, mais qui sont pareil un modèle assez inspirant. Alors, on a défini ce que c'était que l'antispécisme. Néanmoins, un des écueils possibles, probables de cet épisode d'un podcast qui s'appelle Lutte kurde, c'est que des personnes se disent « Mais moi, mes luttes, qu'est-ce que les animaux, ils ont à faire là-dedans ?» Et je pense que c'est important de rappeler que l'animalité, c'est une catégorie biologique, mais c'est surtout une catégorie sociale. C'est-à-dire que quand on utilise le terme animal, tout ce qu'on charrie comme représentation négative, ce sont des construits sociaux. C'est-à-dire que oui, il y a une réalité biologique à l'être animal, mais il y a énormément de construits sociaux qui font que on va déconsidérer les animaux. Et cela induit que beaucoup de personnes ont du mal à entendre quand on fait un travail où on pense les luttes humaines en même temps que les luttes de libération animale. Qu'est-ce qu'on peut en dire pour rassurer les personnes que ce n'est pas une façon de déconsidérer leur lutte ? Il faut rappeler, comme tu l'as fait très justement, que l'animalisation, en fait, c'est un processus de discrimination sociale, qui est utilisé comme un processus de discrimination politique. Et ça, c'est quelque chose qui est évidemment très compliqué à faire comprendre parce qu'il y a la différence biologique. On reste bloqué là-dessus. On reste bloqué sur notre histoire, en fait, et surtout sur cette grande distinction nature-culture. Tant qu'on n'aura pas pulvérisé ces catégories-là, il sera très compliqué, évidemment, de faire ces rapprochements, ces liens, et ce qui est tout à fait compréhensible, je crois. Aujourd'hui, la lutte antiraciste est de part et d'autre construite sur une lutte de la revendication humaine, en fait, appartenir à l'humanité. Et on ne peut pas en juger. Enfin, je veux dire, ça serait monstrueux de notre part de dire, bah non, ça ne devrait pas être comme ça. Alors, on va venir vous dire qu'il faut tout déconstruire. Ça va être un travail de nombreuses années et c'est pas à nous de le faire. C'est peut-être là ce qu'on ne comprend pas. C'est qu'il y a des penseurs racisés, des penseuses qui le font déjà, ce travail de déconstruction. Je pense aux sœurs Co, je pense à Malcolm Ferdinand qui a écrit un ouvrage qui s'appelle L'écologie décoloniale, qui justement commence ce travail. Citer aussi Christopher Sebastian, Brice Harper, effectivement, ce sont bien sûr des antispécistes racisés qui réfléchissent à cette question. Voilà, et qui parlent justement de la problématique d'invoquer la catégorie humaine. Quand les sœurs Co disent, quand on dit humain, on dit blanc et on dit mâle. Effectivement, mais tout ça, ça a une histoire en fait. C'est toute l'histoire d'une oppression. Donc, il va falloir d'abord déconstruire tout ça avant d'avoir cette légitimité à pouvoir faire des grands liens et des grandes comparaisons. Aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est un rapprochement, en termes d'inspiration. Mais bien sûr, il s'agit pas de comparer des situations qui sont incomparables. En fait, chaque lutte est singulière. Elles doivent garder leur singularité, mais elles ont aussi cette capacité à s'allier parfois contre des ennemis communs. Et je crois que c'est ça qui est important de faire comprendre. Elles ne sont pas les mêmes, mais dans les processus de domination qui ont été utilisés à travers l'histoire, il y a évidemment des ressemblances et des intérêts dominants qui ont été servis en commun. Et on peut, sur des questions particulières, se rejoindre, évidemment, pour lutter ensemble. Mais il faut aussi beaucoup de bienveillance entre nous. C'est peut-être ça le grand problème, c'est que nous ne nous écoutons pas. Voilà, quand quelqu'un nous dit « ça me choque », on doit l'écouter.
Voilà. Et faire ce travail-là et se dire, si ça choque, c'est peut-être pas le bon moyen à utiliser. Il me semble que ça, c'est très important. Parce que c'est pareil, moi, souvent, j'invoque, la lutte kurde pour parler de la violence politique. Il va de soi que je ne vais jamais comparer un militant qui saisit un pied de biche pour rentrer dans un abattoir et une combattante kurde qui joue sa vie, sur une zone de guerre. Évidemment, ça serait, mais mon Dieu, qui serais-je pour faire une telle comparaison? Mais par contre, oui, ça m'inspire, ce qu'une femme peut dégager comme préjugé quand elle se saisit d'une Kalachnikov, et ça interroge moi ma conception de la violence dans ma pratique en fait. Qu'est-ce que au prisme du genre, tout ça, qu'est-ce que ça amène en fait comme discours et comme problématique. Mais il va de soi que je ne fais pas de comparaison en fait. Mais c'est la limite est mince et elle est importante. La limite est ténue, mais elle est importante, exactement. Oui, exactement. Voilà. Mais encore une fois, c'est aussi une question de bienveillance et peut-être d'explication, tout simplement. Parfois, en expliquant les choses et en expliquant comment on est amené à invoquer des situations très différentes, les choses passeraient beaucoup mieux, sans doute. Ouais, peut-être. Pour finir, moi en tout cas, comme je le disais, on va faire un épisode dédié à la question du confédéralisme démocratique, mais en tout cas en relisant une définition chez moi avant de venir ici pour enregistrer l'épisode, c'est l'idée dans une des définitions que j'avais trouvées, c'était que on est très souvent, quand on construit des États-nations, dans une négation forcée des différences. Et c'est là où moi je trouve que le confédéralisme démocratique est vraiment extrêmement intéressant, c'est que on arrive à dépasser cette négation forcée des différences et à considérer que on peut faire vivre ensemble des personnes, des peuples qui sont différents. Et à un moment donné, dans ce que tu explicitais, tu disais il y a le eux et il y a le nous. Et du coup, le confédéralisme démocratique, comme dans son essence même, il est dans une perspective d'intégration et d'accueil de personnes pour lesquelles il n'y a pas cette attente du commun. Le commun, c'est le projet politique, en fait. Et c'est là que c'est intéressant. C'est-à-dire que le commun, ça n'est pas l'identité. C'est le désir de faire société, quelles que soient les composantes. Et en ça, je trouve que c'est non seulement évidemment intéressant pour faire vivre ensemble différents peuples, mais aussi pour pouvoir poser la question de comment on vit avec les animaux dans une société post-spéciste dans laquelle leur exploitation ne serait plus tolérée. Mais même le confédéralisme démocratique, ça va au-delà de faire vivre des personnes différentes ensemble, c'est même des personnes qui étaient autrefois ennemies. Et alors ça, évidemment, ça ne peut que parler quand on est dans la lutte antispéciste, parce que oui, des communautés qui étaient autrefois ennemies, ça sera évidemment les humains et les autres animaux. Donc c'est une idée qui est extrêmement puissante et riche. Et tu as raison, c'est toute la force, je pense, de cette théorie politique. C'est vraiment d'être dans cette forme aussi horizontale, en fait, de ne jamais voir la différence comme un outil permettant de hiérarchiser. Et là, on est sur quelque chose qui est extrêmement complexe à mettre en pratique, mais qui a été mis en pratique d'une manière assez prodigieuse. C'est de faire en fait de la différence quelque chose qui est un plus, en fait, de composer, d'être dans la coexistence. Et c'est ce dont on ne peut que rêver en fait à cela dans une société post-spéciste. Ça, c'est une certitude. Après, le souci, c'est comment on y arrive, bien sûr. Ça, moi, c'est une question qui me travaille beaucoup. C'est qu'est-ce qu'il faut faire, en fait, pour arriver à une telle révolution? Alors, on le sait, le principe d'Öcalan et de Bookchin avant lui, c'était de se dire qu'à force, que le système alternatif gagne en puissance, il finira, en fait, par renverser, finalement, l'État-nation, l'État capitaliste par lui-même, sans forcément de violence ou de prise de pouvoir, hein. C'était leur idée. C'était que, en fait, tout ce réseau, tout ce maillage en fait de communautés autonomes finissent par supplanter en fait la forme de l'État-nation. Et puis après il y a l'autre versant, hein, l'autre idée, c'était celui qu'il faut d'abord prendre le pouvoir, d'abord se saisir de l'État pour ensuite pouvoir imposer le confédéralisme démocratique. Alors aujourd'hui, je ne sais pas quelle serait la solution, mais ce qu'il faut quand même se dire aussi, c'est que le confédéralisme, par exemple au Rojava, a été mis en place dans une zone
avec un contexte et une histoire quand même qui sont très particulières, on va pas se mentir. C'est aussi un contexte de guerre terrible. C'était des conditions aussi... De guerre à la fois civile et aussi d'attaques répétées par la Turquie d'Erdogan. Exactement. Avec surtout, ce qui est un des problèmes majeurs, une guerre de l'eau, puisque il y a des barrages qui sont mis en place pour empêcher que l'Euphrate ait son débit normal qui permettrait à l'agriculture et aux personnes de prospérer beaucoup mieux que ce qu'il en est actuellement. Voilà, tout à fait. Et c'est vrai que c'est pas, parfois on a tendance à comparer les ZAD avec ce qui se passe au Rojava, etc. Mais moi, je vois quand même de très grandes différences. On n'est pas juste les ZAD, donc c'est les zones à défendre. On n'est pas sur justement cette idée de petits îlots en fait réfractaires qui vivraient en autarcie ou en ayant fait sécession. Finalement, le confédéralisme démocratique, c'est l'envie de déborder. En fait, c'est souvent aussi de cette manière-là dont je parle du sanctuaire. Le sanctuaire, c'est pas juste un petit espace de survie pour quelques animaux. C'est un espace qui doit déborder, qui doit emmener quelque chose en dehors de ses frontières, de ses barrières, de son grillage. Et ça, c'est très important il me semble, voilà, comme idée, comme dynamique en fait dans le confédéralisme démocratique. Mais c'est sûr qu'il a été mis en place au Rojava dans des conditions qui sont quand même très particulières. Et peut-être que le partage de cette souffrance entre ces différents peuples a permis aussi qu'ils construisent quelque chose ensemble. C'est-à-dire qu'ils ont été dans un contexte terrible, ils ont partagé l'horreur en fait de la guerre et ensuite ils ont construit ensemble. Et ça, c'est quand même un présupposé, un prérequis qu'il faudrait aussi pouvoir interroger évidemment. Et puis ensuite, c'est qu'est-ce qu'on fait des gens qui ne sont pas d'accord avec nous? Moi, ça, c'est une question que je me pose souvent, c'est qu'on est quand même dans des luttes qui ne sont pas majoritaires. Enfin, moi, je parle de l'antispécisme, évidemment. C'est pas du tout une lutte qui est partagée par, on va dire la majorité de l'opinion publique, hein, pas du tout. Et qu'est-ce qu'on ferait un jour de toutes ces personnes qui ne sont pas d'accord avec nous si on arrivait, à pouvoir imposer notre modèle de société? Et c'est vrai qu'au Rojava, il y a aussi un système dont on n'a pas parlé d'autodéfense, en fait, hein. C'est-à-dire que le militaire et le politique se sont liés aussi pour pouvoir amener le confédéralisme démocratique et le protéger des attaques extérieures. Et c'est vrai que moi, l'autodéfense, c'est un concept qui me parle beaucoup, qui m'interpelle, parce que cette question-là de qu'est-ce qu'on fait des gens qui ne seront pas d'accord avec nous plus tard, c'est quelque chose qui me travaille. C'est vrai, qu'est-ce qu'on fait effectivement étant fondamentalement et de cœur de gauche, c'est une question que je me pose. Et est-ce que c'est problématique de recourir à l'autodéfense? Est-ce que c'est quelque chose qui est... Voilà, ça aussi, c'est tout un sujet dont il faudrait longuement parler, mais il y a un très bel ouvrage d'Elsa Dorlin qui s'appelle Se défendre, où elle dit que quand en plus les femmes utilisent le système d'autodéfense, elles deviennent elles-mêmes des bombes humaines. Moi, j'adore cette citation. Elle me parle beaucoup, mais c'est vrai que tout ça, ça reste des questions de mise en pratique en fait du confédéralisme démocratique. Il faudra peut-être un jour se poser, et ça serait bien plus intéressant de parler de ça que des sujets qui sont souvent évoqués dans les milieux anarchistes, très théoriques, moi, me semble-t-il. Ça serait bien un peu de pratique. Alors, ça me fait penser, ça me donne envie de dire deux choses. Un, c'est que un jour on fera aussi un épisode sur Jean Noir, qui est un espace où vivent des femmes entre elles. Voilà, et donc ça aussi c'est complètement révolutionnaire et absolument impensable dans la société française telle qu'on la connaît. Donc voilà, il y a des espaces qui sont aussi pensés pour des problématiques particulières. Et l'autre chose, c'est que aujourd'hui on se voit pour enregistrer 2 épisodes de podcast, un pour Lutte Kurde et un pour Devenir Woke. Et donc j'invite les personnes qui viennent d'écouter cet épisode de Lutte Kurde à écouter aussi l'épisode qui sera diffusé sur Devenir Woke, qui sera plus particulièrement sur cette question que tu évoquais juste précédemment, à savoir comment est-ce qu'on fait en sorte de s'inspirer de certaines luttes sans pour autant être dans quelque chose qui pourrait potentiellement être vécu comme de l'instrumentalisation ou de la non-considération de la spécificité de cette lutte-là. Eh bien, merci beaucoup pour ta participation. Merci Géraldine. Nous avons eu l'occasion de vous communiquer un certain nombre de conseils de lecture pendant l'épisode de ce podcast. Pour retrouver l'intégralité de ces conseils, nous vous invitons à vous inscrire à notre newsletter que vous trouverez soit sur notre Linktree, soit directement sur la page de son hébergeur Kessel, K-E-2-S-E-L.
N'hésitez pas à vous abonner, ça vous permettra de prendre connaissance de la sortie de tout nouvel épisode et de bénéficier d'un résumé de l'épisode et de tous les liens vers les conseils de lecture ou de films ou de documentaires que nous aurons évoqués pendant l'épisode. À bientôt. Lutte kurde, ici et ailleurs, le podcast.